À 35 ans, İlkay Gündoğan brise enfin le silence. Pendant des années, il a encaissé les critiques, les soupçons, les sifflets. Mais aujourd'hui, il ose dire ce que beaucoup n'ont jamais voulu entendre. 5 noms, 5 blessures, 5 vérités dérangeantes, et certaines vont choquer plus d'un fan du football allemand. İlkay Gündoğan n'a jamais été un homme de scandale. Sur le terrain, il parle avec le ballon. En dehors, il se tait longtemps. Capitaine de la sélection allemande, leader à Manchester City, joueur respecté à Barcelone, il a pourtant vécu des années de pression intérieure, des attentes impossibles, des débats identitaires qu'il n'a jamais choisis. Et surtout, une impression persistante, être jugé non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il représentait. Aujourd'hui, il révèle 5 noms, pas pour régler des comptes, mais pour expliquer où et quand les blessures se sont ouvertes. 1. Ronald Araujo. À Barcelone, Ronald Araujo n'est pas un joueur comme les autres. Il incarne la solidité, le courage, l'engagement total. Un défenseur prêt à se sacrifier, à jouer avec le corps, à défendre l'écusson coûte que coûte. Dans un vestiaire en quête de repères, il est devenu un symbole. Quelqu'un qu'on ne critique pas, quelqu'un qu'on protège. Puis arrive ce soir de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, un match chargé de tension, d'espoir et de pression. Pour le Barça, c'est plus qu'une rencontre, c'est l'occasion de prouver que le club appartient encore à l'élite européenne. Chaque duel est une bataille, chaque erreur un possible point de non-retour. Et soudain, tout se joue en une fraction de seconde. Un appel dans le dos de la défense, un sprint désespéré, un contact. L'arbitre n'hésite pas. Carton rouge. Si tu aimes les histoires vraies, humaines et sans filtre dans le football, pense à t'abonner dès maintenant. Araujo quitte le terrain. Le stade se fige. Les regards se croisent. Les joueurs comprennent immédiatement. Le match vient de changer de visage. Sur la pelouse, Gündoğan reste immobile quelques secondes. Pas de geste, pas de colère. Juste ce regard de quelqu'un qui sait. Il sait que ce genre de match ne pardonne pas. Il sait que jouer à 10 à ce niveau, c'est presque une condamnation. Et le scénario se confirme. Le Barça recule, le PSG prend le contrôle, l'équilibre se brise, l'élimination devient inévitable. Après le coup de sifflet final, l'atmosphère est lourde. Dans les couloirs, les joueurs passent sans parler. Personne ne cherche d'excuses, personne ne sait vraiment quoi dire. En zone mixte, face au micro, Gündoğan s'arrête. Il pourrait esquiver, il pourrait rester vague, mais il choisit la clarté. Il prononce une phrase calme, presque froide. À ce niveau-là, il faut être plus intelligent. Une erreur comme celle-ci est fatale. Pas de nom cité, pas d'insulte, pas de provocation, juste un constat. Pour Gündoğan, c'est une évidence. Dans les grands matchs, l'expérience compte autant que l'intensité. Le courage sans lucidité devient un risque, et un leader doit rappeler ses vérités, même quand elles dérangent. Mais dans un vestiaire déjà fissuré, ces mots font l'effet d'une lame. Certains joueurs hochent la tête en silence. Ils pensent la même chose, ils savent que le match s'est perdu sur ce moment précis. D'autres, au contraire, vivent cette sortie comme une trahison. Pour eux, Araujo s'est battu. Il a voulu sauver l'équipe et le critiquer publiquement, c'est l'exposer alors qu'il ne peut plus se défendre. Le malaise s'installe. Ronald Araujo, lui, entend la phrase. Il ne répond pas avec colère. Il ne s'explique pas. Il lâche seulement quelques mots, secs, distants. Un message clair. La fracture est là. Les jours suivants confirment ce changement invisible. À l'entraînement, les échanges sont plus courts, les regards se croisent moins. L'ambiance est professionnelle, mais froide. Gündoğan ressent cette distance, non pas comme un rejet personnel, mais comme une déception profonde. Il avait cru que Barcelone était un club capable d'affronter la vérité. Un club où l'exigence prime sur l'émotion. Un club où le leadership ne se négocie pas. Mais cette saison-là, le Barça ne cherche pas des réponses, il cherche des responsables. Et cette expulsion devient plus qu'un fait de jeu. Elle devient un symbole. Le point de rupture entre deux visions du football. Une basée sur l'intensité et le sacrifice, une sur la lucidité et le contrôle. Pour Gündoğan, ce moment marque un tournant. Il comprend que dire la vérité, même calmement, même justement, peut isoler,
que le rôle de leader ne garantit ni soutien ni reconnaissance. Parfois, il ne garantit que la solitude. La faute d'Araujo n'était peut-être qu'une erreur, mais la réaction qui a suivi a laissé une trace bien plus profonde. Une trace qui ne s'efface pas avec le temps ni avec les victoires. Et c'est pour cela que ce nom figure sur la liste. Non par rancœur, mais parce que cette nuit-là, Gundogan a appris une leçon dure. Dans certains vestiaires, la vérité ne libère pas, elle divise. 2. Reinhard Grindel, la trahison institutionnelle. En 2018, une photo change tout. Gundogan pose avec le président turc, Erdogan. Un instant figé et une tempête politique immédiate. Reinhard Grindel, alors président de la fédération allemande, DFB, aurait pu apaiser la situation. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il parle de valeurs, de responsabilité, de signal à envoyer, sans jamais défendre publiquement son joueur. Résultat, Gundogan devient un symbole malgré lui. Il est sifflé dans son propre pays, à chaque touche de balle. Et il comprend une chose terrible. L'institution ne le protégera pas. Ce jour-là, il ne perd pas seulement la confiance dans le DFB. Il perd une part de son innocence. 3. Thomas Müller. Thomas Müller, pour beaucoup, il est l'incarnation même du football allemand. Énergique, charismatique, audacieux. Une voix qui porte, un rire qui résonne, une présence qui occupe instantanément l'espace. Sur le terrain, il n'a pas besoin de s'imposer par la force. Sa simple manière de jouer, de parler, de bouger attire tous les regards. En dehors, dans les vestiaires ou face aux médias, c'est pareil. Tout le monde l'écoute, tout le monde le remarque. Quand İlkay Gundogan devient capitaine de la sélection allemande, il pense tenir le rôle de leader, celui qui guide, qui apaise, qui prend les décisions. Mais Müller est déjà là, toujours là. Pas comme un rival direct, pas comme un ennemi ouvert, mais comme une ombre constante, une présence dominante que personne ne peut ignorer. Chaque mot de Gundogan semble plus léger à côté des interventions de Müller. Chaque geste, chaque décision est presque systématiquement comparée ou éclipsée. Même quand le capitaine prend la parole pour motiver l'équipe, c'est la réaction de Müller que les joueurs retiennent. Même quand Gundogan propose une stratégie, c'est Müller que les journalistes citent. C'est Müller dont les phrases feront la une. Et Gundogan le sent profondément. Il n'est jamais entièrement vu pour ce qu'il est, mais toujours filtré à travers le prisme de la présence de Müller. Dans les moments de calme ou d'introspection, Gundogan confiera plus tard « C'est difficile d'être capitaine quand les gens suivent toujours quelqu'un d'autre. » Ce n'était pas un reproche, ce n'était pas une attaque. C'était un constat amer, silencieux, mais brûlant d'une vérité simple. Même avec le brassard, il se sent parfois invisible. Les matchs, les conférences, les entraînements, tout devient un exercice de diplomatie silencieuse. Il doit guider, décider, apaiser. Et pourtant, une partie du groupe reste inconsciemment alignée sur l'énergie, la voix, le charisme de Müller. C'est comme être capitaine d'un navire où quelqu'un d'autre détient déjà le gouvernail sans jamais le dire ouvertement. Et cette réalité, chaque jour, pèse. Chaque remarque de Müller, chaque sourire ou chaque mot qui attire l'attention laisse Gundogan dans un coin du champ, respecté, mais jamais pleinement au centre. Pour un leader comme Gundogan, qui prône le calme, la précision, l'autorité douce, ce contraste est brutal. Il apprend qu'être capitaine n'est pas seulement une question de responsabilité, de décision tactique ou de performance sur le terrain, c'est aussi un combat invisible contre l'ombre des autres, contre les perceptions, contre la manière dont le monde et même ton équipe te perçoit. Cette blessure n'a jamais été scandaleuse. Personne ne la voit depuis l'extérieur. Elle est silencieuse, intime, mais d'une intensité dévastatrice. Elle forge, elle ébranle, elle marque. Et c'est pour cette raison que Thomas Müller figure en numéro 1 sur la liste de Gundogan. Parce qu'il ne s'agit pas de rivalité ouverte, il ne s'agit pas de conflit. Il s'agit de l'ombre impossible à fuir, celle qui vous suit partout, même lorsque vous êtes censé être celui qui guide. Et pour Gundogan, apprendre à exister dans cette ombre sans perdre sa propre voix a été l'une des leçons les plus difficiles de sa carrière. 4. Bierhoff. Oliver Bierhoff, manager de la Mannschaft, homme des discours sur la famille. Mais quand la tempête éclate, il hésite. Il parle stratégie,
communication, image, jamais soutien humain. Gundogan n'attendait pas des excuses, juste une phrase « On est avec toi ». Elle n'est jamais venue. 5. Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen. À première vue, rien ne laisse penser à un conflit. Pas de cris, pas de dispute publique, pas de gestes agressifs. Pour le spectateur, tout semble normal. 2 joueurs, 2 leaders qui partagent le même vestiaire. Mais pour İlkay Gundogan, la situation est bien plus subtile et bien plus complexe. Il y a une tension constante, presque imperceptible, qui flotte dans l'air à chaque entraînement, chaque réunion, chaque match. Une tension faite de rivalités internes, de non-dits et d'attentes silencieuses. Gundogan sent ce poids. Ter Stegen, bien que jamais hostile, fait comprendre qu'ils ne partagent pas le même espace intérieur. Les décisions du capitaine sont suivies, mais elles ne sont pas toujours comprises, ni acceptées pleinement. Le joueur observe, juge, note mentalement, et parfois ces attentes silencieuses sont bien plus blessantes que des mots prononcés avec colère. Au fil du temps, cette tension devient une constante. Elle ne fracture pas la relation, elle ne crée pas de rivalité visible, elle installe un climat où chaque geste, chaque mot, chaque silence a un poids énorme. Pour Gundogan, c'est un apprentissage difficile mais nécessaire. Il comprend que le leadership n'est pas seulement une question de décision, mais aussi de gestion des subtilités humaines, de non-dits et de nuances. Et que parfois, dans un vestiaire de haut niveau, le silence peut blesser plus que n'importe quel mot, car il transforme la distance en un espace invisible mais tangible, un champ où la loyauté se mesure dans l'attention aux détails plutôt que dans les grandes déclarations. Cette relation avec Ter Stegen devient ainsi un exemple, une collaboration respectueuse mais froide, une tension contenue mais constante, un duel silencieux où chacun maintient sa vision de leadership sans jamais franchir la ligne et sans jamais vraiment se rapprocher. Et c'est cette complexité invisible, faite de subtilité, de non-dits et de contraintes émotionnelles, qui explique pourquoi Marc-André Ter Stegen figure sur la liste de Gundogan. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de confrontation ouverte, il ne s'agit pas de conflit, il s'agit de l'ombre impossible à fuir, celle qui vous suit partout, même lorsque vous êtes censé être celui qui guide. Ces 5 noms ne sont pas des ennemis, ce sont des épreuves. Ils racontent un système où la loyauté dépend du bruit, où la vérité dérange et où le silence est souvent mal compris. İlkay Gundogan n'est pas brisé, il est transformé. Aujourd'hui, il avance plus calme, plus lucide, parce qu'il a compris une chose essentielle. Certaines blessures ne guérissent jamais, mais elles forgent. Si cette histoire t'a marqué, laisse un like, partage ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres récits puissants du football racontés autrement.